La donnée à l'épreuve de nos droits fondamentaux, c'est le nouveau rendez-vous avec Mathieu Bourgeois. Bonjour. Vous êtes avocat, je le rappelle, vice-président du Cercle de la Donnée. Aujourd'hui, on va parler de ce grand déséquilibre entre les menaces et les moyens pour les contrer. Déjà, première question, pourquoi faut-il parfois accéder aux données de connexion pour retrouver des cyberdélinquants ? Oui, alors bonjour à tous. Alors d'abord, pourquoi ? C'est parce que en fait, il y a une multiplication des attaques en fait, sur Internet et sur les réseaux. Il y a un relatif anonymat. C'est-à-dire que contrairement au monde physique où quand vous roulez avec une voiture, vous avez un permis de conduire, vous avez en général une plaque d'immatriculation, on peut vous retrouver sur les réseaux. En raison de l'absence d'identité numérique unifiée, eh bien, vous pouvez grosso modo communiquer sous des pseudos, voire sous un total anonymat, et avec des équipements très peu coûteux à l'acquisition. Donc, il y a une menace importante avec un anonymat. Donc ça, c'est la raison pour laquelle souvent, et c'est la raison pour laquelle il faut aller chercher des infos. Donc c'est pas de l'anonymat total, on a quand même un moyen a priori de retrouver les personnes. C'est vrai, parce que quand on surfe sur les réseaux, on laisse des traces techniques, des données de connexion, je vais m'en expliquer dans un instant. Et vous parliez en introduction d'un grand déséquilibre. C'est vrai que face à cette facilité d'attaque, à cet accroissement de la surface d'attaque et à ce relatif anonymat, il y a en contrepoint une extrême insuffisance des moyens de police-justice. Pour vous donner un ordre d'idée et un chiffre, il y a environ 224 à 250 000 policiers gendarmes dans le monde physique. Pour l'espace numérique, il y a 250 seulement agents spécialisés. Vous voyez, ça fait 0,1%, c'est extrêmement faible. Ouais. Alors, qui sont les opérateurs aujourd'hui qui ont l'obligation justement de conserver ces données de connexion ? Et puis peut-être préciser de quelles données on parle. Alors, les opérateurs en question, il y a deux grandes catégories. Il y a les opérateurs de communication électronique, et pour être plus précis pour les téléspectateurs, il y a 4 sous-catégories de ces gens-là. Il y a les fournisseurs d'accès Internet, bien connus, Orange, Bouygues, SFR, etc. Les fournisseurs de services de communication interpersonnelle, concrètement les fournisseurs de messagerie, tels que Outlook, mais aussi tels que WhatsApp ou Signal. Les transitaires de données, moins connus, et les fournisseurs de services de mise en cache, très techniques, Akamai Technologies par exemple. Ça, ce sont les opérateurs de communication électronique. Et puis, mais les plus connus sont les FAI. Et puis ensuite, les hébergeurs. Alors, les hébergeurs, ce n'est pas ceux auxquels on croit, ce n'est pas OVH, par exemple. Ce sont en fait tous ceux qui stockent de la donnée, qui sont mises à la disposition du public, qui n'ont pas de rôle actif. Typiquement, Facebook, YouTube, X sont des hébergeurs au sens de cette réglementation. Donc, ce sont ces deux grandes catégories d'opérateurs auxquels on a le droit de s'adresser pour obtenir des données de connexion quand on est victime d'une cyberattaque. Et alors, la liste des données, effectivement, très rapidement, la liste des données, en fait, elle est définie par 3 décrets. C'est assez technique, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais grosso modo, il y a 2 choses à retenir. Premièrement, il faut être victime d'une infraction pénale. Si vous êtes victime juste d'une faute civile, vous ne pouvez pas invoquer ces textes. Et deuxièmement, ces textes-là ont été battus en brèche par la Cour de justice de l'Union européenne en 2020 parce que les juges communautaires ont considéré que la législation française permettait une conservation généralisée des données et donc menaçait un petit peu la liberté, la vie privée sur les réseaux. Vous voyez, c'est cet équilibre entre la vie privée et la lutte contre les infractions qui est compliqué à faire. Et donc, sous l'impulsion du Conseil d'État, donc de cette Cour de justice et du Conseil d'État, il y a des nouveaux textes qui sont sortis en 2021 qui sont un petit peu compliqués, mais grosso modo, il y a 3 décrets. Et quand on fait l'objet d'une infraction pénale classique, on peut accéder à certaines données, notamment adresse IP, identifiant de connexion. Et quand on fait l'objet d'une infraction pénale grave, on a le droit d'accéder à encore davantage de données. Mais dans les faits, très concrètement, est-ce que ces opérateurs jouent le jeu et transmettent les données de connexion ? Alors, c'est tout le problème. Malheureusement, non. Pourquoi ? Parce qu'en fait, très peu communiquent aux victimes qui le demandent spontanément, parce qu'en fait, ils se retranchent, toujours pareil, derrière cette protection de la vie privée. Et ils exigent très souvent une décision judiciaire, peut-être probablement pour se couvrir, pour ne pas être attaqués évidemment par ceux dont ils dévoileraient l'identité, et puis notamment sous l'influence, c'est vrai, du RGPD, du respect de la vie privée. Donc ils exigent une décision judiciaire, et malheureusement, et ça c'est quand même un regret moi personnellement que j'ai, je l'ai vécu dans des procédures, c'est qu'ils n'aident pas toujours la victime. C'est-à-dire que quand on s'adresse au juge pour demander une ordonnance, on a un principe du contradictoire, donc le fournisseur d'accès par exemple se défend devant le juge, et souvent ça tourne un petit peu à la joute, alors qu'en réalité on devrait tous pédaler dans le même sens, puisqu'in fine, si infraction il y a, je suis désolé, mais ils doivent coopérer. Et ça, c'est vrai qu'en tant qu'avocat, moi, j'ai une petite frustration parce que je sens, on est dans une logique de joute, d'affrontement, alors qu'on devrait être dans une logique de coopération. Alors, il y en a qui sont un petit peu plus coopératifs que d'autres, mais souvent, c'est la joute. Ils n'aident pas beaucoup et malheureusement, le poids financier, temporel pèse sur la victime.
Mais il y a des outils judiciaires pour obtenir ces données quand vous faites face à des réticences? Alors il y a des outils judiciaires, c'est la procédure de référé ou de requête. On peut aller en bref délai si on justifie d'une urgence. Donc il y a les outils classiques, mais on en revient toujours au même problème, Delphine, c'est que les moyens de police-justice n'ont pas été accrus, si vous voulez, au fur et à mesure du développement technologique. Donc il y a toujours autant de juges aujourd'hui, peu ou prou. Le président de la République a promis qu'il serait, je crois, revalorisé en termes de rémunération, mais ça n'en donne pas davantage. Et donc moi, ma conviction, mais vous la connaissez sur cette antenne depuis toujours, c'est qu'il faut accroître les moyens de police-justice sur l'espace numérique pour que, enfin, par exemple, sur ce genre de cas, on puisse obtenir plus vite, plus facilement les données de connexion et retrouver les cyberdélinquants. Mais on n'a pas besoin de nouveaux outils juridiques. Non, a priori. C'est des moyens humains. Et de la bonne volonté. Exactement. Si j'ai bien compris. Merci beaucoup Mathieu Bourgeois, donc du Cercle de la Donnée, je le rappelle, pour vos éclairages réguliers dans Smartech sur cette donnée face à nos droits fondamentaux. Et puis merci à tous de nous suivre, c'était Smartech. On se retrouve très bientôt sur la chaîne Be Smart for Change. Vous pouvez aussi nous suivre en podcast, bien évidemment. À très bientôt pour de nouvelles discussions sur la tech.